Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Sophie Audugé et Michel Fize. On fait croire à l'opinion publique que la justice peut fonctionner dans de bonnes conditions alors que ce n'est pas vrai. Vous savez que la justice est une institution essentielle, qu'elle est notre pacte social et notre pacte républicain. Qui est responsable de l'état de la justice aujourd'hui? Qui est responsable du fait qu'on ne peut pas faire bien notre travail? Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Un sondage CSA pour CNews publié ce matin nous apprend que 92% des sondés pensent que la justice doit être plus sévère avec les délinquants. Une large majorité largement transpartisane puisque 98% des électeurs de droite et du centre pensent la même chose, tout comme 78% des électeurs de gauche. 92% des Français pensent que la justice doit être plus sévère avec les délinquants. Êtes-vous d'accord? Et vous êtes 94,7% à dire oui sur Twitter avec nous. Une des vraies voix qu'on connaît donc bien sur Sud Radio, Bruno Pomar, ancien policier du RAID. Bonsoir. Bonsoir mon cher Philippe David. 92%, c'est une majorité qui ferait rêver n'importe quel candidat aux élections. Oui, un peu à la Corée du Nord, et ça pourrait facilement, mais également sur la lenteur des décisions. Pour ajouter cet élément essentiel, je parle sous le contrôle de notre ami Philippe Bilger, qui est quand même un grand spécialiste dans ce domaine, mais c'est vrai que l'ensemble des policiers, alors je ne vais pas parler qu'au nom des policiers, puisque les syndicats s'en plaignent évidemment, de gauche comme de droite, Unité SGP Police, Alliance, UNSA, trouvent qu'effectivement la sanction n'est pas au rendez-vous quand c'est nécessaire, avec des multirécidivistes en l'occurrence. Et c'est vrai que lorsqu'on voit le nombre d'interventions que font nos policiers, et lorsqu'ils interpellent, ils amènent au commissariat quelqu'un et qu'on met en place des procédures, ça prend 2-3 heures de paperasse, d'administratif. On voit souvent le garçon ressortir sans rien. Voilà. Et on attend évidemment que la justice réagisse avec ce qu'on connaît malheureusement trop souvent, c'est des peines avec sursis, des rappels à la loi. Alors ça va être supprimé, les rappels à la loi au 1er janvier 2023, au 31 décembre 2022. Avec un avertissement pénal probatoire. On dit avertissement pour pas dire sanction, c'est un peu trop violent, on ne sait jamais, ça pourrait perturber les malfrats. Mais voilà, il y a un véritable problème. Et la réponse de cet avertissement pénal probatoire me fait rire presque, si c'était pas aussi sérieux, parce que c'est le juge qui va le dire et non plus le policier. Enfin, ça représente pas grand-chose. Enfin, je sais pas ce qu'en pense notre ami Philippe Bilger, mais moi ça me choque tout ça. On va l'écouter. Non, mais globalement, je n'ai pas l'impression que depuis des années, la justice soit de plus en plus faible. Je dirais, dans l'ensemble, il y a des sanctions qui sont fortes. On ne peut pas dire que la justice est laxiste. En revanche, il est évident que la justice est très souvent jugée sur des affaires médiatiques, qu'elles soient correctionnelles ou criminelles. Et là, et notamment Bruno, vous avez raison, moi je considère que les policiers ont très souvent raison lorsqu'ils dénoncent parfois des sanctions trop faibles. Mais il faut bien prendre conscience d'une chose, et là j'arrêterai après, c'est que d'abord, lorsqu'on a affaire à la justice, il y en a au moins un des deux qui n'est jamais content, et je dirais même les deux. Il y en a un qui n'a pas assez gagné et l'autre qui a trop perdu. Premier point. Et d'autre part, les gens qui projettent leur regard sur la justice ne connaissent pas la nature des affaires sur lesquelles ils portent leur regard, et donc ils ont tendance peut-être à exagérer. Mais juste un dernier mot. Moi, je trouve que l'un des problèmes de la justice aujourd'hui, c'est que la loi limite le cadre. Je veux dire, on connaît un minimum, on connaît un maximum. Dans cet espace, il y a une multitude d'affaires en France qui peuvent être jugées. Mais simplement, avec le principe de l'individualisation des peines que, pour ma part, si j'étais garde des Sceaux, je récuserais radicalement en ayant tout le monde sur le dos. C'est pas le problème. Je crois qu'on est obligé parfois de distinguer, de discriminer entre les sanctions, et donc ça peut donner l'impression que c'est faible, alors que pour d'autres ça devrait être ferme. On n'a pas un immense champ, et l'individualisation des peines oblige à discriminer, alors que les gens souhaiteraient le matraquage pur et net. Bruno Pomar. Oui, mais je suis d'accord avec vous, Philippe Bilger, mais en attendant, on voit qu'il y a quand même un sérieux dysfonctionnement. J'en discutais encore hier avec des gens du syndicat. Vous allez me dire, les syndicats sont à bras sur la justice, mais il y a quand même un véritable problème. Alors c'est vrai que c'est souvent sur des sanctions ou des affaires qu'on voit souvent à la télé. Effectivement, on l'a vu avec le gamin qui a bousculé la maîtresse, la professeure, tout ce qu'on voit évidemment dans les faits divers tous les jours sur la télé. Mais effectivement, à un moment donné, ce que je dis souvent, moi, la sanction en valeur d'exemple. Et je crois qu'à un moment donné,
donné, il faut que la justice fasse preuve de sévérité, que ça se sache, parce que comme vous le dites, effectivement, des sanctions, il y en a beaucoup qui sont données tout au long de l'année. Mais quand on voit ce qui se passe et les réactions qu'on a, moi je reçois beaucoup de gamins qui sont sous de justice avec la PJJ et autres, en gros ils se disent on ne risque rien. On risque rien, on est multirécidiviste et on ne risque rien. Et j'ai souvent ces réflexions de la part de gamins. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'encore une fois, on se dit que ça n'a pas de force. Et les gens qui regardent ou qui sont victimes, tout simplement, se disent à quoi sert la justice, très sincèrement. Michel Fils, qui je crois a beaucoup travaillé sur la délinquance juvénile. J'ai travaillé 10 ans d'administration. Bien dans le micro. 10 ans d'administration pénitentiaire, 10 ans à ce qui s'appelait l'éducation surveillée. Donc, alors, moi, je pense que, pour revenir un petit peu au débat sur les sondages tout à l'heure, là, on a l'application même des limites de ce que peut dire un sondage. Alors, d'abord, 92%, 98% des Français trouvent. Donc, il s'agit d'un sentiment. On n'est pas dans la réalité. Ils pensent. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pensent ça ? Ils pensent ça parce que on vit dans un monde de violence au quotidien et que cette violence, on ne la voit ni disparaître, ni même s'abaisser. D'où le sentiment que la justice ne fait pas son job. Alors, j'ai quand même pris deux, trois chiffres pour montrer qu'effectivement, on peut pas parler de laxisme, comme a dit Philippe Bilger il y a 2 minutes. En 2019, on a prononcé 132 000 peines de prison contre seulement 120 000 en 2015. Donc il n'y a pas moins de peines de prison. Il y a actuellement plus de 66 000 détenus dans les prisons françaises pour une capacité qui dépasse à peine les 61 000. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que dans l'esprit des Français, comme il y a 40 ans, punir, c'était couper la tête du criminel, ça paraissait aller de soi. Aujourd'hui, pour les Français, punir, c'est emprisonner. Alors ça, c'est sous-entendu. Donc quand les Français disent la justice n'est pas assez sévère, en réalité, ils disent la justice n'emprisonne pas assez. Alors pour revenir à ce que disait Bruno Pomar, pour moi, la véritable question, c'est quelle réponse doit-on apporter, parce qu'on doit apporter une réponse à telle ou telle infraction, en tenant compte de la gravité des infractions, du côté récidive ou pas. Voilà, il ne s'agit pas de... Encore une fois, dans cette affaire, il faut viser l'efficacité. Voilà, c'est pas l'idéologie de la répression ou de la prévention qui sont sottes l'une comme l'autre. Il faut regarder ce qui marche. Voilà, ce qui permet effectivement à un individu qui a commis une faute, de se remettre sur pied et puis de reprendre un parcours de vie normale. Bon, ce qu'on appelait autrefois la réinsertion, ou même l'amendement il y a quelques siècles. Philippe Bilger voulait dire un mot, je crois. On fait réagir Bruno Pomar et Sophie Auduget. Deux choses. Je ne suis pas persuadé, Michel, que l'argument qui consiste à égrener les chiffres d'une année à l'autre soit pertinent, dans la mesure où, malheureusement, la faillite essentielle de notre système pénal, c'est l'exécution des peines. Et deuxième élément... moi, je ne trouve pas le raisonnement qui consiste à dire le terme est atroce, l'univers pénitentiaire ne peut contenir que 61 000 personnes et il y en a davantage. Ça n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner par rapport à ce que l'univers pénitentiaire devrait accueillir comme délinquants et comme condamnés. Je trouve que malheureusement l'univers pénitentiaire en France est beaucoup trop restrictif et on ne construit pas de prison. Le jour où on en aura davantage, on verra que les juges ne sont pas répressifs sur le plan de la détention provisoire. Bruno Pomar. Et après, alors je vais répondre à Michel aussi pour lui dire que effectivement on peut chercher des peines alternatives. Moi, pour travailler depuis longtemps, on le sait puisqu'on a travaillé on a fait des choses ensemble avec la PJJ. La PJJ est complètement dépassée dans les niveaux de gamins qu'ils accueillent, c'est-à-dire à contrôler. Les centres éducatifs fermés, les centres éducatifs renforcés ont leur limite totale dans la prise en charge de ces gamins. Moi, je travaille avec eux actuellement. Et j'en vois quand même été très désarmés. Oui, je suis d'accord. Mais si ça avait été tout ça fait réellement de façon très sérieuse, je dirais, effectivement, il y aurait des peines alternatives qui éviteraient sûrement la prison à des jeunes. Mais là, on est arrivé à un cap actuellement qui est quand même assez inquiétant. Et la prise en charge de ces gamins, je crois qu'on a perdu sur les deux fronts, c'est-à-dire la mise en prison des jeunes qui sont multirécidivistes et ou la solution alternative qui est de les prendre en charge dans des structures qui sont incapables d'accueillir, mais la PJJ le dit elle-même, ces jeunes parce qu'ils deviennent de plus en plus violents. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est là la grande question. Sophie Auduget. Évidemment, le délitement de l'éducation nationale et le délitement, se manifeste également après dans la violence
violence et dans tout ce que vous évoquez, hein, c'est-à-dire une incapacité à prendre en charge ces jeunes pour les remettre sur le droit chemin. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement étonnant dans l'affaire de la professeure agressée, c'est finalement son sentiment de culpabilité a posteriori, puisqu'elle a dit, moi je suis désolée que ça ait été médiatisé, parce que ça avait été filmé, j'aurais préféré que ça ne le reste pas, je suis très contente que le jeune n'ait pas une peine trop lourde, parce que j'aurais pas voulu qu'il ait ça dans en fait son histoire personnelle, etc. Mais ça pose quand même des vraies questions, c'est-à-dire qu'on préfère finalement... C'est un peu le syndrome de Stockholm. Oui. Bah oui, on est dans l'indulgence. Oui, et puis le déni, c'est-à-dire qu'à un moment, on va cacher le problème, ça va aller de plus en plus loin, mais en fait, la réalité, c'est que ce problème, c'est très bien qu'il ait été finalement rendu visible, c'est très bien qu'il soit face aux yeux de tout le monde. Il faut quand même prendre en charge ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, à l'école, on laisse faire des choses qui amènent une délinquance qui est quand même assez importante. Cette violence que vous évoquez dehors de l'école, elle est déjà dans l'école à un niveau qui n'est pas possible de maîtriser. Donc j'imagine bien qu'après, quand les jeunes sont allés beaucoup plus loin. Voilà. Après, par rapport aux gens qui réagissent, je pense qu'il y a aussi le fait que quand il y a des drames et que vous entendez en permanence le récit de la personne qui a commis cet acte et qu'on vous dit systématiquement et que vous vous rendez compte systématiquement que c'est un récidiviste, un multirécidiviste, c'est un petit peu normal qu'à un moment les gens se disent ah mince, c'est quand même un truc qui ne va pas, il y a un problème. Voilà. Alors Bruno Pomar, et on part au 0826 300 300. Non, moi je crois que encore une fois il faut que la justice et la police d'abord fassent maison commune, je dirais d'une certaine façon, puisqu'il va y avoir soi-disant une réforme qui va être lancée par Moretti dans peu de temps. J'ose espérer que ça pourra amener quelque chose avec une espèce de maison commune qui pourrait réunir des policiers et des magistrats et voir en même temps ce que font les policiers concrètement sur le terrain. Je crois que c'est important que les magistrats puissent avoir la notion de savoir ce que font concrètement sur le terrain. J'en discutais pas plus tard qu'hier, avec Béatrice Brugère, que tu connais, Philippe. Présidente de syndicat de magistrats. Exactement, et qu'on disait USM, effectivement... c'est ça ? Oui, c'est ça. Les jeunes magistrats devraient aller... C'est pas l'USM, non ? FO, pardon. Oui. Les jeunes magistrats devraient travailler de concert sur le terrain avec des policiers pour voir ce qui s'y passe. Et au même titre, d'ailleurs, que les policiers devraient faire ça, mais de façon systématique, quoi. Là, il y a des stages qui existent. On le fait depuis longtemps. Pas vraiment. Je crois qu'il n'y aura jamais d'accord. Et malheureusement, je le dis, entre la police et la magistrature. Non. Et de mon point de vue, c'est souvent à cause de la magistrature. Très court, Michel Philippe, parce qu'on part au 0826 300 300. Chose qui va faire plaisir sans doute à Philippe et à Bruno. Bon, effectivement, le profil psychologique est complètement dégradé chez beaucoup de ces jeunes, mais on pourrait en dire autant de beaucoup d'adultes aujourd'hui, parce que la société a changé aussi. Voilà. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'effectivement, la notion de transgression de règles n'a plus aucun sens, puisqu'il n'y a plus de sentiment de règles. Donc on n'a pas l'impression de transgresser une règle, puisque la règle n'a pas été apprise. Voilà. Et donc on revient, le bien, le mal, ce qui est permis, ce qui n'est pas interdit. Il faut repartir sur les fondamentaux de la société. Voilà, la société, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. On part au 0826 300 300, direction Paris. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Est-ce que pour vous, vous comprenez les Français qui disent que la justice n'est pas assez sévère avec les délinquants ? Oui, tout à fait. Alors, on parlait de délinquance juvénile, juste pour rappeler que c'est pas un phénomène nouveau, parce qu'avant il y avait des maisons de correction, donc c'est peut-être certainement pas la meilleure réponse au problème de délinquance juvénile, mais c'est pas un nouveau problème voilà, non mais les 400 coups, c'est pas un nouveau problème. Bon, c'était pas des bêtises très graves, mais il y a toujours eu des problèmes avec la délinquance des mineurs. Et pour moi, le problème de la justice, c'est que tout le système en fait repose sur la réponse pénale. C'est-à-dire que je pense que les acteurs de la société en amont ne prennent pas leurs responsabilités. Comme cet élève qui a été violent avec son professeur, en fait, il a passé certainement toutes les barrières jusqu'à en arriver à être physiquement violent avec son professeur, et il s'est retrouvé. Il avait déjà eu des soucis avec la justice quand il était mineur pour vol avec violence. Et en tout cas, il y a des barrières. Consommation de cannabis assez importante. Consommation de cannabis, très certainement dans le cadre de. On parle des problèmes de cité, mais bon, je pense aussi que les bailleurs sociaux ont leur responsabilité. Les gens qui payent leur loyer, qui méritent d'avoir des conditions de vie correctes, avec pas de dégradation, avec un respect du droit du bail, c'est-à-dire respecter ses voisins. Ces bailleurs sociaux devraient prendre leurs responsabilités. Ça ne devrait pas être un événement quand une famille est expulsée
siffler parce qu'elle gêne les autres. Voilà, les bailleurs sociaux aussi devraient prendre leurs responsabilités et à faire appliquer les règles, en fait, même si c'est pas des règles pénales, en fait, des règles, je veux dire, des problèmes qui relèvent du pénal, mais ça commence par les incivilités, ça commence par ne pas respecter les contrats qu'on a dans la société. Mais justement, Nadia, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une question qui se pose? On nous le répète depuis des années, c'est un serpent de mer, c'est l'impunité assurée aux mineurs grâce ou à cause plutôt de l'ordonnance de 45. Est-ce que les mineurs de 45 et les mineurs de 2021, c'est encore les mêmes? Non. Non. Mais c'est même pas la question, c'est que là les mineurs n'ont plus de, je veux dire, même s'ils dérangent les voisins, etc., ils ne risquent rien. Même, c'est même pas par rapport à la police, c'est que ils vont pas se faire virer de leur appartement, vous voyez. Donc je veux dire, un enfant quel qu'il soit, c'est pas des anges les enfants. Si vous les laissez sans aucune limite, ben il y a certains, oui, une minorité qui vont devenir, qui vont en abuser et qui vont du coup passer toutes les barrières jusqu'à, voilà. Donc pour moi, c'est aussi la société en amont qui n'assume pas ses responsabilités, et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au pénal. En fait, j'ai l'impression qu'on laisse aller jusqu'au cas les plus graves, et puis voilà. Et après, le juge, il se retrouve avec. Nadia, Bruno Pomar veut réagir à ce que vous dites. Oui, mais vous avez raison, madame. Et à demi-mot, vous disiez, en fin de compte, on parle de l'éducation de façon générale. L'enfant, il progresse à travers une chaîne. C'est la famille, le noyau familial, c'est le noyau essentiel. Ensuite, il y a l'école, effectivement. Transfert des savoirs et tout ce qu'on veut. Pas de l'éducation, attention, ne prenons pas non plus l'école pour tout, parce qu'à un moment donné, ça peut pas marcher. L'école, elle fait de l'enseignement, théoriquement. L'éducation, c'est les parents. Exactement. L'éducation, c'est essentiel, c'est les parents, avec toutes les problématiques que rencontrent certaines familles dans les quartiers et autres, ça on est d'accord. Ensuite, il y a les associations qui sont là, donc il y a tout un tas d'amortisseurs possibles avant d'arriver au pénal, avant d'arriver à la police, pour essayer de prendre en charge tous ces gamins. Ça veut dire que sur l'ensemble, moi, ça fait 30 ans que je fais d'associatif, je suis une espèce d'amortisseur des maux de la société, MAUX, et je me dis parfois, j'ai l'impression de vider l'océan avec une cuillère. Donc effectivement, il y a un travail ensemble à faire et qui est pas évident parce que malheureusement, on voit les résultats. Sophie Audugé et Michel Fize. Oui, évidemment, un travail déjà à l'école au plus petit niveau. Vous avez des enfants qui arrivent, qui dorment sur leur table parce qu'évidemment, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils arrivent, ils ont fumé du cannabis, donc ils sont pas du tout en état d'être attentifs ou de participer à la classe, voilà. Donc ça, je veux dire, faut pas nous raconter des histoires. Vous le repérez très bien quand vous êtes enseignant et vous n'avez pas besoin d'attendre 16 ans ou quasiment 18 ans, ce qui était l'âge du jeune qui a agressé la professeure. Je veux dire, c'est pas à 18 ans qu'il va falloir le prendre en charge, ces enfants. Là, c'est bien plus tôt. Michel Fize. Deux choses, je rappelle, il faut être précis sur les mots. L'éducation nationale, c'est pas l'instruction publique. Donc l'éducation nationale, c'est l'instruction et l'éducation. Voilà. Et moi, je pense qu'il faudrait mettre l'éducation civique et morale, puisque je crois que c'est ainsi qu'on la nomme, comme une matière fondamentale, au même titre que les matières instructives que sont le français ou les maths. Voilà. En relais, évidemment, de la famille. Et la deuxième chose, parce que quand même, évidemment, Philippe Bilger le sait mieux que moi, on n'en a pas parlé, mais le manque de sous, c'est parfois quand même quelque chose de terrifiant. La justice manque d'argent. Voilà, elle manque de moyens et humains. Voilà, on manque de greffiers, on manque de juges. Voilà, d'où la lenteur des procédures. Voilà, donc je crois que c'est un peu un alibi, ça, Michel. Oui. Non, mais c'est aussi une réalité. Si on avait plus de moyens, ce serait très bien. Oui. Mais je pense que ça ne devrait jamais excuser les lenteurs inadmissibles. Oui. Le mot de la fin, Bruno Pomar, rapidement. Mais c'est pareil que la police, c'est-à-dire mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est un peu le problème de la justice aussi. La police, on fait tout pour aggraver son travail. Absolument. Par une bureaucratie délirante. Et je pense que dans la justice, c'est la même chose. Ouais. En partie. Merci beaucoup, Nadia de Paris, qui nous a appelé au 0826 300 300. Merci beaucoup, Bruno Pomar, fondateur du RAID et Vraie Voix, un plaisir de vous avoir eu. On va dire, allez, vous êtes chez vous ici. Verdict sur Twitter, pour 92% des Français, la justice n'est pas assez sévère avec les délinquants. Êtes-vous d'accord? Vous êtes 94,7% à dire oui. De suite, on va retrouver Philippe Rossi pour nous parler inondation et assurance.